Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les titres de ce journal. Le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, mais cette journée pose aussi un certain nombre de questions car les violences quotidiennes restent un problème mondial. Au Mali, des femmes se mobilisent pour favoriser une prise de conscience chez leurs sœurs victimes de viols dans le nord du pays. Dans l'actualité également, ces révélations fracassantes par le prestigieux magazine américain Forbes. Le journal révèle que la présidente du centre Robert Kennedy était manipulée par le Polisario. Il relate aussi les liens qui subsistent entre les séparatistes et les terroristes d'Akmi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les funérailles nationales du président vénézuélien se déroulent cet après-midi à l'Académie militaire de Caracas. Le corps d'Hugo Chavez sera embaumé. L'ensemble de l'Amérique latine est rassemblé au-delà des clivages politiques. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Nicolas Maduro prêtera serment ce vendredi comme président par intérim. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont déjà arrivés. Équateur, Argentine, Bolivie. Ils seront en tout une trentaine à assister aux funérailles nationales d'Hugo Chavez. Parmi eux, les plus fidèles comme le Cubain Raúl Castro, venu se recueillir devant le cercueil de son ami. Dans un message à la nation, le président par intérim a annoncé que le chef de l'État serait embaumé. À la manière d'Ho Chi Minh, de Lénine, de Mao Tse-tung, son corps embaumé sera exposé dans un cercueil de verre pour que le peuple puisse l'avoir avec lui dans son musée de la Révolution pour toujours. Pour toujours. Depuis vendredi, plus de 2 millions de Vénézuéliens sont déjà venus s'incliner devant la dépouille de leur président. Un flot ininterrompu, plus de 4 km de queue, 24 heures sur 24, pour accéder à la chapelle ardente. On t'aime, Chavez, on ne t'oubliera jamais. Il est là dans notre cœur et dans notre esprit. Après les funérailles, le corps du président sera encore visible pendant au moins une semaine ici, à l'Académie militaire. Puis il sera transporté à la caserne de la Montagne, l'ancien fief électoral du président à l'ouest de Caracas. Comme Hugo Chavez l'avait souhaité, elle abritera bientôt un musée de la révolution bolivarienne. Ce sera sa dernière demeure. Actualité au Mali, la mission n'est pas finie, c'est le message du ministre français de la Défense à ses troupes. Lors de sa visite surprise au Mali, Jean-Yves Le Drian s'est rendu dans le massif des Ifogas, où a lieu actuellement les combats contre les djihadistes. Et puis à Gao. Arrivé hier soir à Bamako, il doit rencontrer ce vendredi les dirigeants maliens. Il a rappelé les objectifs de cette intervention. Je vous propose de l'écouter. Notre mission, elle est de libérer le Mali, de faire en sorte que ce pays ait sa souveraineté et en même temps de s'assurer de notre propre protection. La sécurité du Mali, la sécurité de notre pays vont de pair. On voit bien qu'il y avait derrière tout cela la volonté de faire de cet espace un sanctuaire terroriste qui aurait pu alimenter des guerres djihadistes depuis la Guinée-Bissau jusqu'à la Somalie. Nous recevons sur ce plateau le professeur Abdoulaye Bathily, ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Une première question. Vous avez visité Africable Télévision. Quelles sont vos premières impressions sur la chaîne? Eh bien, je voudrais tout d'abord dire que j'ai été particulièrement impressionné par la qualité des infrastructures de cette entreprise de communication, infrastructures qui témoignent de l'effort qui a été investi sur le plan humain, sur le plan intellectuel. C'est une structure panafricaine, mais également l'effort financier et l'imagination qu'il y a derrière. Et je souhaite vraiment une bonne continuation à M. Sidibé et à toute son équipe, et je leur souhaite bon vent. Évidemment, j'en profite aussi pour dire que avec la télévision consacrée aux femmes, c'est aussi un effort de plus. Et en ce 8 mars, je ne peux que, évidemment,
présenter mes vœux à toutes les femmes d'Afrique, aux femmes du Mali et en particulier aux femmes malheureusement qui sont dans les camps de réfugiés. La télévision consacrée aux femmes, Monsieur le ministre, Maïcha TV. Mais Monsieur le ministre, aujourd'hui, l'actualité au Mali, c'est la guerre contre le terrorisme. Quelle est votre appréciation de la situation? Eh bien, cette guerre contre le terrorisme qui est aussi en filigrane une manifestation d'une crise au Mali, qui est aussi le reflet de ce qu'on peut appeler la crise africaine, parce que c'est une version malienne de la crise qui sévit aujourd'hui sur le continent, 50 ans après les indépendances. Lorsqu'on regarde point par point, pays par pays, région par région, notre continent va mal. Il y a des lueurs d'espoir. Mais cette crise qui ici s'est manifestée avec l'invasion des terroristes, leur incrustation au nord du Mali, constitue un défi, non seulement pour le Mali, mais pour toute l'Afrique. Et c'est pourquoi il y a eu une mobilisation extraordinaire qu'on n'a jamais vue depuis la lutte anti-apartheid en faveur du Mali. Et je voudrais féliciter à cet égard, et c'est incontestable que l'intervention française a contribué à stopper cette invasion terroriste qui aurait pu faire tomber tous les régimes africains voisins du Mali, y compris évidemment le Mali. Et naturellement, la solidarité s'est manifestée aussi au niveau de tous les États africains et des peuples africains. Ce que nous souhaitons, c'est que nous prenions conscience de tous les éléments de cette crise et que nous en tirions les leçons pour l'avenir. Et le Mali n'est pas seul dans cette crise. Ce qui est arrivé ici peut arriver dans n'importe quel pays parce que tous les ingrédients de cette crise se trouvent réunis dans beaucoup de pays. Il suffit simplement d'une étincelle pour que le feu se propage dans tous les pays. Et aucun pays ne peut être à l'abri de ça pour la durée. Donc nous devons être solidaires. Et pour moi, l'une des leçons les plus importantes, c'est qu'il y a une crise de la gouvernance sur le continent. Crise de la gouvernance qui se manifeste sous plusieurs formes. La non prise en compte suffisante de la diversité dans nos pays. Mais également la crise économique, avec évidemment ces conséquences qui font qu'aujourd'hui, ces terroristes ont pignon sur rue, peuvent recruter des jeunes venus d'un peu partout, parce que parmi eux, il n'y a pas que des jeunes qui ont été recrutés au Mali, mais c'est un peu partout dans la sous-région. Donc, en parlant d'ailleurs d'États africains, quelle lecture faites-vous de la situation sur le continent? C'est une situation, évidemment, je le disais tout à l'heure, il y a des lueurs d'espoir. Il y a, dans certaines conditions, l'économie avance, mais de manière globale, on peut dire que nous ne sommes pas sortis de la crise économique. Les Africains ont faim, notre agriculture n'arrive pas encore à nourrir la population. Il y a la crise de l'école, il y a les problèmes de la santé, il y a les conflits politiques avec évidemment leur origine identitaire et politique. Donc l'Afrique a besoin de plus de démocratie, beaucoup plus d'engagement des leaders pour le développement économique. Ceci me paraît fondamental. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas aller plus loin sans quand même m'incliner devant les victimes de cette crise au Mali. Non seulement les soldats tchadiens qui sont morts au front, les soldats français, les soldats maliens. Et vraiment, toute l'Afrique aujourd'hui a mal de ce qui se passe ici. Et donc nous devons tous ensemble relever ce défi dans la solidarité, avec un peu plus d'intégration, mais aussi à l'interne avec plus de démocratie. Je crois que c'est la leçon fondamentale que nous devons tirer de ce qui se passe au Mali. Et évidemment, sur le plan militaire, nous avons vu aussi la fragilité de nos armées africaines, qui n'ont pas été jusqu'ici des armées de défense pour la défense de l'intégrité territoriale ou le maintien de l'intégrité territoriale. Très souvent, j'ai participé à une étude sur les armées africaines il y a de cela 10 ans, où nous avons justement mis le doigt
sur l'extrême faiblesse de ces armées africaines, qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Et ça, évidemment, c'est un problème de gouvernance, parce que c'est lié aussi au régime politique. Et il y a beaucoup de leçons que nous devons tirer de cette situation. Et l'Afrique, aujourd'hui, pour avancer, doit nécessairement tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer un peu partout. La crise malienne, mais c'est aussi la crise en RDC, c'est la crise en Somalie. Mais bon, la crise de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'en sortir, de Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée-Conakry, malheureusement. Donc, il y a aujourd'hui, nous devons nous regarder en face, dans le miroir, voir les plaies, aujourd'hui, qui gangrènent notre continent, et les soigner. Et c'est les Africains eux-mêmes qui doivent les soigner. L'aide extérieure peut être momentanément nous permettre de souffler, mais la solution durable doit venir de nous-mêmes. Monsieur le ministre, c'est ça le souci, l'esprit de responsabilité. Et les dirigeants maliens d'aujourd'hui, comme de demain, les dirigeants sénégalais, africains, de manière générale, nous devons nous hisser à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui. Ne pas nous perdre dans des petites querelles, mais aujourd'hui avoir une vision pour la rédemption de l'Afrique. Monsieur le ministre, une dernière question. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, Journée internationale des femmes. Quel message pour les femmes? Les femmes ont joué et jouent encore un rôle très important dans nos sociétés. Une prise de conscience très forte s'exprime aujourd'hui pour que les femmes occupent encore toute la place qui leur revient dans notre société. Et les sociétés africaines sont prêtes à ces transformations qualitatives à travers lesquelles les femmes vont jouer le rôle de premier plan. Pas seulement d'ailleurs sur le plan politique, en termes d'occupation de tel ou tel poste, mais en termes de prise en charge des demandes de la société africaine aujourd'hui pour plus de modernisation, pour plus d'espace pour la jeunesse, afin qu'elle s'épanouisse. Nous avons dans tous nos pays aujourd'hui une véritable bombe sociale, c'est les jeunes. Les jeunes filles comme les jeunes garçons qui n'ont pas de travail, qui ne savent où aller et qui sont aujourd'hui la proie de toutes sortes de réseaux de trafic illicite. Et je crois que l'occasion du 8 mars doit être un moment de réflexion, non seulement pour les femmes, pour améliorer leurs conditions, prendre toute leur place dans les sociétés africaines d'aujourd'hui, mais aussi avec les hommes, parce qu'on ne peut pas développer nos sociétés uniquement avec les femmes ou uniquement avec les hommes. Il faut qu'il y ait une prise de conscience globale. Et donc, bonne fête à toutes les femmes d'Afrique. Bonne fête à toutes les femmes d'Afrique. C'est le dernier mot de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, merci de répondre à notre invitation. C'est moi, encore une fois, bon vent et beaucoup de courage pour cette chaîne panafricaine qui est en train de marquer non seulement le paysage médiatique, mais qui, à travers la diffusion de ces émissions, marque de manière positive les foyers africains, à la fois sur le continent, mais aussi dans la diaspora. Merci pour les encouragements. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le professeur Abdoulaye Bathily, ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal. Nous poursuivons avec l'actualité. Toujours au Mali, le 8 mars, c'est la journée de la femme, une journée internationale du droit des femmes qui pose question. Parfois, les violences quotidiennes restent un problème mondial. Au Mali, le viol n'est-il pas devenu une arme de guerre? Les explications dans ce reportage. Bintou a fui la ville de Bourem, dans la région de Gao, au plus fort de l'occupation par le Moujao. Et si elle est partie, c'est parce qu'elle avait peur pour sa fille. C'est pas parce qu'on a couru à cause de la mort, ou bien à cause des rebelles, ou bien à cause des fusils. Non, on a couru à cause de notre dignité. Parce que c'est des gens qui violent même des vieilles femmes, à plus forte raison des jeunes filles. Des viols, il y en a eu, beaucoup sans doute, mais pour le moment, il est impossible de les recenser. C'est devenu un tabou, une honte, même pour les parents même. Même si la jeune fille veut parler, les parents le disent, il ne faut pas parler.
Des victimes qui seraient stigmatisées, qui seraient montrées du doigt si elles osaient parler. Nous, on ne doit pas déclarer. Nous, on ne doit pas. Il faut que la personne elle-même le fait librement. Et si cette personne ne veut pas le faire librement, vous voyez ce que ça fait. Nous-mêmes, on a mal dans nos cœurs et dans nos âmes, mais on ne peut pas. Une commission dialogue et réconciliation sera mise en place dans les jours qui viennent au Mali. Parmi ces missions, enregistrer les violations des droits de l'homme commises ces derniers mois. Dans tous les cas, cette commission ne va pas laisser tomber ces femmes. Elle va faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour les aider à recouvrer leur dignité, à obtenir justice pour le mal et le très grand mal qui leur a été fait. Et toujours dans cette lutte contre le terrorisme, le président nigérien Goodluck Jonathan s'est rendu dans le nord-est du pays, particulièrement touché par les violences du groupe islamiste Boko Haram. Il a rejeté toute responsabilité d'amnistie pour les extrémistes, suite à la demande d'un chef spirituel musulman. Dans l'actualité également, ces révélations fracassantes par le prestigieux magazine américain Forbes. Dans sa dernière édition, le journal révèle que la présidente du centre Robert Kennedy était en fait manipulée par le Polisario. La publication relate aussi les liens qui subsistent entre les séparatistes et les terroristes d'AQMI. Il a visité les camps de Tindouf et même rencontré le dirigeant du Polisario. Richard Miniter est un célèbre journaliste d'investigation aux États-Unis. Également auteur de best-sellers, il publie régulièrement sur les colonnes du New York Post et New York Times. Mais cette fois-ci, c'est le prestigieux magazine américain Forbes qui publie son article. Toute une analyse sur le Polisario et ses connivences avec Al-Qaïda. Un papier où Richard Miniter ne mâche pas ses mots. Pour lui, le chef des séparatistes Aziz est un dictateur qui se succède à lui-même depuis 1976 dans le cadre d'élections à candidat unique. Le journaliste ne se contente pas de dresser un portrait, il tire la sonnette d'alarme. Pour lui, le Polisario est une organisation terroriste. Il indique que l'implication de plus en plus évidente des membres du Polisario au sein des groupes terroristes dans la région s'inscrit dans le cadre d'une tendance encore plus large qui avait vu des éléments de cette branche s'engager aux côtés des milices du régime Kadhafi pour réprimer la révolution libyenne et constituer une option dangereuse pour la communauté internationale. Selon lui, certaines preuves matérielles ne laissent aucun doute sur le fait que le Polisario constitue désormais un des bras armés du terrorisme sahélo-saharien avec plus de 700 hommes. Dans cette étude, Richard Miniter revient également sur la visite de Kerry Kennedy El Ayoun. On s'en souvient, c'était en août dernier. Le déplacement de la présidente de la fondation Robert Kennedy a fait couler beaucoup d'encre. Elle avait refusé de rencontrer les jeunes des camps ainsi que les proches des détenus politiques et la famille de Mustafa Slimahou Sidi Mouloud. Le journaliste américain souligne que Kerry Kennedy est devenu le porte-voix d'une cause qui, si elle en avait connu l'agenda, en serait terrifiée. Pour lui, elle a été manipulée par le Polisario et ceux qui le soutiennent à des fins propagandistes. L'organisation américaine ne serait donc une fois de plus pas neutre et servirait l'agenda des membres de la bande du Polisario. Dans l'actualité toujours, un retour à la maison, un héros pour Hassan Roubakouki, le journaliste burundais de RFI, condamné à 3 ans de détention pour association de malfaiteurs. Roubakouki est libre, mais une liberté provisoire. Son avocat ne veut pas rester là. Des cris de joie et des applaudissements. Hassan Roubakouki, 37 ans, est accueilli en héros à son arrivée dans son quartier à Bujumbura. Le correspondant de Radio France Internationale en Swahili s'avoue sa liberté retrouvée. Les premières pensées du journaliste burundais, interviewé par ses confrères, sont pour ses proches. Je suis très heureux de retrouver ma famille et surtout ma petite fille qui a 1 an et 2 mois. J'ai vraiment envie de la voir de mes propres yeux. Cela fait plus d'1 an que je n'ai pas mis les pieds chez moi. Grand moment d'émotion à son domicile ce jeudi. Hassan Roubakouki porte pour la première fois sous ses genoux sa 2e fille. Elle est née alors que le journaliste burundais croupissait en prison. Elle a 1 année et 2 mois. Vous voyez? Donc elle a peur parce qu'elle ne me connaît pas. Hassan Roubakouki a été libéré officiellement pour raison de santé.
Pour un de ses avocats, cette libération n'est qu'une demi-victoire. Le combat se poursuit. Je suis à moitié satisfait parce qu'Hassan Ruvakuki est à l'extérieur de la prison. Mais je serais encore plus satisfait si Hassan Ruvakuki pouvait être acquitté et retrouver sa liberté totale et que la justice puisse reconnaître à Hassan Ruvakuki son innocence. En janvier, la cour d'appel de Gitega avait réduit à 3 ans de prison la peine d'Hassan Ruvakuki, reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs. Des faits moins graves que le terrorisme pour lequel le correspondant de RFI avait été condamné en première instance à la réclusion à perpétuité. Dans le reste de l'actualité, le Kenya, Uhuru Kenyatta toujours en tête des résultats partiels de la présidentielle. Son adversaire Raila Odinga crie à la fraude. Aucun moyen de trafiquer selon la commission électorale. Et 3 jours après le scrutin, Mombasa vit toujours dans l'attente entre inquiétude et vigilance. C'est le Kenya tout entier qui retient son souffle dans l'attente des résultats de la présidentielle. Une attente mêlée d'inquiétude, comme ici à Mombasa. Les violences post-électorales de 2007 sont encore dans tous les esprits. Le bain de sang avait fait 1 millier de morts. Les habitants de Mombasa se souviennent de ce qui s'est passé et ils ont peur. Certains magasins sont fermés, rares sont ceux qui restent ouverts. Certaines personnes ont même fui vers l'intérieur du pays parce qu'elles craignent pour leur vie. Mais personnellement, je ne pense pas que ce sera aussi dramatique que les dernières élections. Cause de cette inquiétude, les lenteurs du dépouillement et les couacs techniques lors du vote biométrique. Par ailleurs, pas moins de 340 000 bulletins, pourtant déclarés nuls, ont été réintégrés dans le décompte final, ce qui a suscité la colère du camp Kenyatta en tête des résultats partiels. Plus inquiétant, ces bulletins de vote estampillés nuls que la police affirme avoir trouvés dans un dépotoir situé dans le nord de Nairobi, fief du candidat Kenyatta. La commission électorale, pointée du doigt, promet de mener l'enquête. Hier, on nous a parlé d'un problème similaire d'urne à Meru. Quand nos hommes y sont allés, ils ont constaté que c'était vrai. Les bulletins ont donc été comptabilisés et validés au bureau de vote. Mais parfois, ce ne sont que des rumeurs pour nous induire en erreur. Décriée et sous pression, la commission électorale promet d'annoncer les résultats définitifs vendredi, mais la polémique pourrait bien se poursuivre. Le camp du Premier ministre Raila Odinga, 2e pour le moment dans la course, dénonce des fraudes et vient d'appeler à l'arrêt du dépouillement. Dans l'actualité, cette menace de la Corée du Nord, avant de refermer ce journal, elle pourrait lancer une bombe nucléaire préventive contre les États-Unis. Pyongyang annonce mettre fin aux accords de non-agression avec son voisin du Sud, une réponse aux nouvelles sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris par la Chine, son traditionnel allié. Pékin appelle ce matin au calme et à la retenue. Bulletin spécial à la télévision nord-coréenne. Cette présentatrice annonce que Pyongyang ne renoncera jamais à son programme nucléaire. La télévision nord-coréenne diffuse ces images de Kim Jong-un rendant visite à ses troupes sur les îles de Yangjae et Mu, à l'extrémité sud du secteur sud-ouest du front. Le leader nord-coréen aurait ordonné à ses troupes de répliquer au moindre incident. Pyongyang a réagi aux sanctions du Conseil de sécurité en rompant les accords de non-agression avec la Corée du Sud, après avoir menacé les États-Unis d'une frappe atomique préventive. Soyons clairs, nous sommes tout à fait capables de gérer cette menace. Je ne crois pas que le régime de Pyongyang veuille commettre un suicide. Mais comme ils doivent sûrement le savoir, c'est ce qui arriverait s'ils attaquaient les États-Unis. La résolution 2094 du Conseil, adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, a pour but de tarir les sources de financement de Pyongyang. Les diplomates nord-coréens sont désormais sous surveillance et plusieurs particuliers ou des entreprises sont soumis à des gels d'avoirs et des interdictions de voyager. Les sanctions marchent, elles mettent la pression sur le régime. C'est pourquoi ils font la grosse voix en ce moment, parce que ça leur fait mal.
Mais les sanctions ne sont jamais suffisantes. Les sanctions seules n'ont jamais forcé un pays à s'allier ou à s'effondrer. C'est seulement une stratégie de négociation. Donc si on met la pression, il faut aussi une contrepartie. Et il doit y avoir un dialogue pour permettre à ce pays de revenir sur les actions qu'il a entreprises. Les mesures adoptées jeudi ont été âprement négociées entre Washington et Pékin, l'allié traditionnel de Pyongyang. Elles s'ajoutent à la longue liste de sanctions prises à l'encontre du régime communiste depuis qu'il a mené son premier essai nucléaire en 2006, un deuxième en 2009 et un troisième le 12 février dernier. Fin de cette édition, de votre fidélité. Merci. Passez une excellente journée en compagnie des programmes d'Africa Télévision.